Audreco Conception, bonjour. Nous vous présentons aujourd'hui dans notre série Comportement, éthologie du loup, éthologie du chien. Ce cours comporte 3 parties et vous écoutez aujourd'hui la première partie. Le loup n'a pas de maître, le chien non plus, l'un et l'autre se choisissent parfois des partenaires. Nous avons mis cette phrase en exergue et nous allons nous expliquer de la raison de ce choix. Chez les spécialistes de l'univers canin, un certain nombre d'idées ou de concepts font, ou tout au moins ont fait jusqu'à une date récente, absolument consensus. Tout le monde était d'accord là-dessus, tout le monde répétait ces mêmes idées. Certaines de ces idées que nous contestons, nous les avons déjà évoquées lors de certains cours. Mais nous avons annoncé que nous les discuterions. Eh bien, le moment de cette discussion est venu, c'est aujourd'hui. Commençons, si vous le voulez bien, par un inventaire un peu exhaustif du contenu de ce consensus que nous allons contester. Le point numéro 1 est de dire que le loup, et finalement le chien, sont des animaux de meute. Donc, ils sont forcément sociaux. Le loup ne peut pas vivre seul, nous dit-on. Un loup solitaire, peut-on même lire chez certains auteurs, ne survivrait pas. Le chien, qui est l'héritier du loup, aurait donc lui aussi ses caractéristiques. Il est systématiquement social, il ne peut pas vivre seul. Donc le loup vit en meute. Bon, soit, mais qu'est-ce qu'une meute? Ce n'est pas n'importe quel groupe social, mais un groupe social au sein duquel tous les rapports sont hiérarchisés. Personne dans une meute n'est égal. Il y a un chef, le chef de meute, nous dit-on, qui commande à tous les autres. À noter que le chef de meute n'est jamais célibataire. Il a une épouse, naturellement propulsée première dame, qui partage avec lui le pouvoir et qui donc domine tous les autres membres du clan, à l'exception bien sûr du numéro 1. Puis vient un numéro 3, qui craint les numéros 1 et 2, mais domine un numéro 4 et tous ceux qui viennent après lui. Donc chacun a une place, un rang, ou si vous voulez, si les loups sont considérés par paire, au sein de chaque paire, on a toujours un dominant et un dominé. Chaque animal occupe un rang dans la meute. Les littératures sur ce sujet ne parlent même pas de numéros. La mode est aux lettres grecques. On a donc, nous dit-on, un mâle alpha, une femelle bêta, etc., etc., et un pauvre petit dernier, oméga, puisqu'oméga est la dernière lettre de l'alphabet grec, martyrisé par tous les autres. Ce qui caractérise cette organisation, c'est que, en plaisantant, il n'y a jamais ni parité ni alternance. Parité, c'est toujours le chef un mâle qui gouverne, quoi qu'on fasse. L'alpha est toujours un mâle et jamais une femelle. Pas d'alternance non, pas de parité donc, pas d'alternance non plus, puisque la hiérarchie ne se contente pas de s'affirmer. Les places que chacun occupe, les places que chaque individu occupe, sont figées. La hiérarchie est figée et les changements ne peuvent être envisagés qu'à la suite d'accidents, lorsque l'un des animaux meurt, ou encore à la suite d'affrontements violents. Car on se doute bien que dans une organisation de ce genre, ce qu'on imagine, c'est que chacun des loups veut être le chef, et à la première occasion, eh bien, le chef sera donc affronté pour être remplacé. Donc les affrontements, les changements hiérarchiques ne peuvent être que le résultat d'affrontements violents ou d'accidents. Nous sommes donc dans un univers de violence. Ce qui se dit en général,
à ce sujet-là, c'est aussi qu'il y régnerait au sein de la meute une forte inhibition. C'est-à-dire qu'au sein d'une meute, l'impression du couple dominant est si forte qu'elle va jusqu'à inhiber de manière définitive les éventuelles pulsions sexuelles de tous les autres. Ça veut dire que les ébats de la vie sexuelle sont donc strictement réservés au seul couple dominant, c'est le seul qui se reproduise, et la maternité est réservée à la seule femelle bêta. Les autres n'ont pas de vie sexuelle tout simplement parce qu'ils sont inhibés et donc ils n'ont plus de pulsion. Les femelles ne tombent pas en chaleur et les mâles n'ont plus de désir sexuel, nous dit-on. En revanche, si la femelle est la seule à avoir le droit, la femelle dominante est la seule à avoir le droit de se reproduire, les autres membres du clan sont autorisés et même fortement invités à participer à l'élevage des produits de ce couple dominant. Les petits jeunes qui naissent sont à la charge de tout le monde et tout le monde doit aller chasser ou aider à l'éducation de ces jeunes gens, de ces jeunes loups. Le chef de meute, par ailleurs, a de fortes prérogatives. On sait que les loups chassent en meute, nous dit-on, mais par contre, ils mangent les uns après les autres. Et devinez, d'après ce qu'on nous raconte, qui mange le premier, et vous avez gagné, c'est bien l'alpha, qui se goinfre sous l'œil attentif et envieux des dominés, résignés à attendre leur tour, qui viendra peut-être si les prédécesseurs n'ont pas tout mangé, et s'ils ont laissé quelques restes. Le repas terminé, qui doit d'ailleurs prendre un certain temps, vous penchez si les loups mangent un par un, on peut aller dormir. Évidemment, à qui revient la première place? Vous avez gagné, c'est encore Alpha. D'ailleurs, il n'a aucune difficulté à avoir la première place, puisque comme il a fini de manger le premier, depuis belle lurette d'ailleurs, il a eu tout le temps de choisir le meilleur endroit pour dormir. Naturellement, le chef marche toujours en tête et égare à qui voudrait le dépasser. Le chef, peut-être aidé en cela de sa femelle, décide de tout. L'heure de partir chasser, la direction à prendre, les tactiques à respecter. Quant aux autres membres du groupe, il ne leur reste plus qu'à se soumettre, fissa, et de ne pas discuter. En attendant, ils sont dévorés par une secrète ambition, c'est-à-dire que le rapport des forces évolue dans un sens qui leur permette de prendre un jour une place plus élevée dans la meute, voire la place convoitée par tous, celle de l'alpha. Voyez donc que nous sommes dans un univers profondément violent, où on a des individus frustrés, même inhibés, et qui ne peuvent s'exprimer qu'à la suite d'affrontements violents leur permettant de monter en grade, si je puis dire, dans la hiérarchie de la meute. Voilà ce qui fait consensus et ce qui est répété depuis au moins 50 ans lorsque l'on parle de la meute du loup. Dans le cas du chien, que nous dit-on? Eh bien, le chien, vous le savez, est un animal certes néoténique, c'est-à-dire qu'il est capable de se reproduire avant d'avoir complètement terminé sa croissance, c'est le sens de néoténique, ou si vous préférez, il est un peu immature. Vous vous rappelez que le cerveau du chien n'atteint jamais que 40% de celui du loup. Donc, on nous dit le chien est néoténique, mais malgré cela, nous dit-on, il reste un loup à part entière. Puisque c'est un loup à part entière, il ne peut vivre que dans une meute. Mais du fait peut-être qu'il est néoténique, je n'en sais rien. En tout cas, on considère qu'il prend les vessies pour des lanternes, c'est-à-dire les personnes pour des loups, et la famille humaine pour la meute dont il ne saurait se passer. Et l'on trouve des quantités de livres et des quantités de personnes pour vous expliquer que le chien croit être dans une meute et que le chef de famille, eh bien, est tout simplement le chef de meute. Alors, le secret pour bien s'entendre avec un chien, nous dit-on, c'est de ne jamais lui dévoiler la vérité et de lui laisser son petit Père Noël. On laisse croire aux enfants, les enfants croient au Père Noël, mais un jour ou l'autre, ils n'y croient plus.
Eh bien non, pour le chien, il faut que toute sa ville soit persuadée que le chef de famille est bien définitivement déguisé en chef de meute, et que la place du chien dans cette famille meute, la seule qui pourrait lui convenir, c'est la dernière, à moins que coup de chance il n'y ait un autre chien dans cette famille, et que des deux, c'est l'autre chien qui ne soit pas le plus fort. Auquel cas, le pauvre chien peut être non pas le dernier, mais l'avant-dernier. Donc retenez cela, un chien qui ne peut vivre qu'au sein d'une meute et qui confond la famille humaine avec la famille meute, et à partir de là, on nous décrit toutes sortes de règles qu'il faudrait ne jamais transgresser. La première, c'est qu'il ne faut pas que le chien dorme dans le lit de son maître. Pourquoi? Eh bien parce que si le chien dort dans le lit de son maître, il va être persuadé qu'il est devenu l'égal de son maître, puisqu'on nous dit que dans la nature, les loups, c'est le loup le plus important qui a la place la plus centrale. Donc on va en conclure nécessairement que si un chien prend le lit de son maître, eh bien, il est devenu le chef. Et d'ailleurs, on nous explique que le risque est si grand que les chiens pourraient même aller jusqu'à ne plus laisser les maîtres rejoindre leur lit. Si cette règle n'est pas respectée, le chien croit qu'il a acquis un statut égal à son chef et les plus grands désordres, les plus grands désagréments pourraient s'en suivre. Pour la même raison, le chien doit toujours manger après tout le monde, puisque dans la nature, nous dit-on, c'est le mâle dominant qui mange le premier. Si donc le chien mange avant, il va conclure qu'il est en réalité un mâle dominant, ou qu'il devrait l'être, et il va vouloir dominer et commander le reste de la famille. De même, nous dit-on, le chien doit marcher derrière et non devant son maître, et lorsqu'il y a un passage étroit, il faut absolument qu'il cède le passage. C'est que, ne l'oublions jamais, dans chaque chien qui sommeille, il n'y a donc qu'un seul rêve, prendre la place du chef de meute. Et voilà ce que l'on nous explique, c'est que le chien veut bien être l'oméga, mais en réalité toute sa vie, il n'aura qu'un seul rêve, prendre la place du chef de famille, et la moindre faiblesse pourrait éveiller les plus fâcheuses ambitions. Donc ne jamais se relâcher, le chef de famille doit toujours rester le chef de famille, le chef de meute, sinon, eh bien, le chien sera perdu et voudra prendre le pouvoir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis de telles affirmations, j'en viens toujours à me poser une question, surtout concernant les loups. Mais comment sait-on tout cela? Comment peut-on savoir comment s'organise la vie des loups? Qui est allé voir? Qui a vu? Qui peut raconter exactement ce qu'il a vu? C'est que l'observation d'une meute sauvage, je veux dire réellement sauvage, est tout sauf un exercice facile. Le loup sauvage, vous le savez, est extrêmement farouche, et d'autre part, il est superbement équipé par la nature pour détecter sans erreur, même de très loin, le plus discret des observateurs humains. Or, le seul fait pour une meute d'être observée, même de très loin, dérange sa vie ordinaire et lui fait adopter des comportements qui ne sont plus des comportements ordinaires. D'ailleurs, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait normal. En science, Einstein a démontré que l'observateur influe quoi qu'il fasse sur l'observation. Une expérience est toujours influencée par son observateur. Et dans le monde vivant, c'est encore plus vrai. Le seul fait d'observer un animal, même de très loin, a pour conséquence que cet animal ne se comporte plus exactement comme il se comporterait s'il n'était pas observé. Donc les comportements vrais du loup, nous restons toujours dans l'incapacité de les connaître. Nous pouvons certes les envisager, les imaginer, mais ce sera toujours seulement le produit de notre imagination et nous ne pouvons pas alors prétendre à la rigueur scientifique. Vous me direz, mais oui, mais il y a des gens qui ont vécu avec des loups, et puis il y a des loups observés dans les parcs,
naturels, tels que le mercantour français ou le Wyoming américain? Eh bien, je vous dis non. Je ne suis pas du tout d'accord, et je pense que les loups qu'on observe dans ces conditions nous font commettre de sérieuses erreurs. Pourquoi? La première des raisons est que ces loups, quoi qu'on fasse, précisément, ont l'habitude de vivre plus ou moins au voisinage des hommes. Ils sont plus ou moins protégés ou complètement protégés, et même dans certains cas, notamment dans le mercantour, ils sont en réalité nourris. Alors vous comprenez quel rapport y a-t-il entre un loup sauvage et un loup qui trouve de la nourriture qu'on lui apporte? Ça n'a plus rien à voir. Les loups observés par des observateurs humains et qui vivent même avec des meutes, eh bien ne sont tout simplement plus des loups, ils commencent déjà d'être des chiens. Et ce qu'on nous décrit n'est plus un comportement de loup, c'est un comportement d'un loup en train d'être transformé en chien. Et ces animaux, notamment dans le mercantour et dans le Wyoming, habitués à quelquefois même des clôtures, eh bien, ne sont pas des animaux sauvages ou complètement sauvages. Et c'est encore plus vrai si par malheur, ils ont réellement une relation avec des humains, ce qui est très souvent le cas. Ils ne nous permettent pas de nous figurer de façon certaine la façon dont les loups vivent lorsqu'ils sont en liberté. Or, tout ce que je viens de vous décrire au paragraphe précédent, la meute famille, la soumission, la hiérarchie, n'est même pas le résultat d'observations de ce genre. Les animaux étudiés se trouvaient en réalité, ça se passait juste après la guerre, prisonniers au sein d'un parc zoologique. Dans un parc zoologique, on avait rassemblé 5 ou 6 loups, et l'observateur, génial d'ailleurs, c'était le grand Konrad Lorenz, mais il est absolument certain que ce dernier n'a pas pris assez en compte les conditions anormales de détention des animaux. On sait aujourd'hui qu'on ne peut tirer aucune conclusion définitive de l'observation d'animaux soumis au stress de la prison et de la surpopulation. C'est exactement comme si vous vouliez tirer des règles sur l'organisation sociale des gens en observant des prisonniers ou des personnes dans des camps de concentration. Ce serait aussi absurde. Lorenz n'a pas tenu compte du fait que les animaux qu'il observait vivaient dans des conditions totalement anormales. Alors voyons maintenant ce que nous savons, ce que des observations scientifiques plus récentes nous permettent aujourd'hui d'affirmer, et voyons d'abord ce que nous pouvons dire à propos du loup avant de parler du chien. Première question, le loup est-il réellement un animal social? Eh bien, nombreux sont aujourd'hui les spécialistes qui en doutent. En réalité, le loup est un canidé, vous le savez, et les canidés ne sont pas tous sociaux. Par exemple, vous le savez parfaitement, les renards vivent solitaires. L'opinion la plus répandue est aujourd'hui que le loup n'est pas social, mais opportuniste. Opportuniste, c'est-à-dire qu'il s'adapte aux circonstances. Il fait ce qui est le mieux pour lui à un moment donné. Il vit seul ou en groupe selon ce qui est le mieux pour lui, au moment où il vit. Et donc, contrairement à certaines affirmations péremptoires, eh bien, il existe des loups solitaires, et c'est même très drôle, parce que non seulement les loups solitaires ne sont pas rares, mais l'on estime aujourd'hui qu'au moins 60% des loups, écoutez-moi bien, 60% des loups vivent de manière solitaire et pas du tout en meute. Voyez-vous que les observations faites sur les animaux de zoo ne nous permettent pas, ni même d'ailleurs les animaux vivant dans les parcs, parce que dans les parcs, du fait du stress qu'ils subissent à cause du parc, ils ont tendance à se regrouper pour se sentir plus forts, pour pouvoir se défendre. Mais dans la réalité sauvage, on estime aujourd'hui que 60% des loups vivent seuls. Autre chose à vérifier, c'est la vérité sur les meutes. Lorsqu'un loup vit en meute, il ne s'agit pas d'un rassemblement quelconque d'animaux adultes. Il faut s'interroger sur la nature réelle de ce groupe. Et l'on s'aperçoit alors que dans tous les cas observés, une meute, c'est en réalité un couple reproducteur accompagné de sa dernière portée
et parfois de membres de la portée précédente. Vous le savez, la croissance du loup est très lente. Ils mettent pour atteindre leur maturité 2 ans. Et bien beaucoup de ces sujets ont tendance à rester avec papa-maman jusqu'à leur maturité. Dans de telles conditions, vous voyez bien que ce que l'on considère comme un chef de meute, qui dominerait tous les autres, est un banal chef de famille, tout à fait ordinaire, et il a une autorité, et cette autorité de son épouse, c'est celle de toutes les mères de famille. La hiérarchie perd donc beaucoup de sa dimension. Vous avez un loup, chef de famille, un père, qui organise la vie de ses enfants, et c'est bien normal qu'étant le plus âgé, le plus expérimenté, ou même le seul à l'être, eh bien ce soit lui qui décide de l'heure à laquelle on va chasser ou de la méthode de chasse qu'on va suivre. Et quant aux jeunes qui n'ont pas de vie sexuelle, ils ne sont pas inhibés, ils n'ont tout simplement pas atteint leur maturité. Quand ils l'atteindront, vers l'âge de 2 ans, ils quitteront librement la meute familiale et personne ne les retiendra. Le jeune mâle n'a donc jamais imaginé un seul instant prendre la place de son père. Ça, il faut bien vous le dire, c'est une idée absurde. Le jeune mâle ne pense jamais prendre la place de son père. Ce qu'il fera un jour, c'est qu'il s'en ira et il créera sa propre famille. C'est donc, le père n'a donc jamais craint que son fils veuille l'agresser pour prendre sa place. C'est tout simplement une absurdité. Voyons encore d'autres réalités concernant le loup. C'est la notion de hiérarchie. On a noté, les observations sont difficiles. Il n'empêche que toutes celles qui ont été faites ne vont pas du tout dans le sens d'une hiérarchie intangible. Au contraire, il est certain que les petits louveteaux sont jusqu'à un âge avancé les véritables tyrans de leurs parents et de leurs aînés. Certains observateurs disent que les louveteaux ont une sorte de permis de tout faire. Tout leur est permis, ou presque. Et donc, s'il y a hiérarchie, si vous y tenez vraiment, eh bien, ce ne sont pas les parents qu'il faut mettre au sommet, ce sont les louveteaux. Alors c'est vrai que cette tyrannie des louveteaux arrive à un point tel que, quand ils prennent de l'assurance et de la force, elle devient insupportable. C'est quand ils atteignent un certain niveau de force physique. Donc les adultes doivent à ce moment-là y mettre fin, et parfois même avec sévérité. C'est pour ça qu'on observe qu'en effet, dans les meutes, les adultes sont assez sévères avec les loups plus jeunes. Non pas les très jeunes, mais les plus jeunes. Pourquoi ? Parce que c'est le moment, une fois qu'ils ont terminé leur enfance et qu'ils entrent dans l'adolescence, c'est le moment où il faut leur apprendre le respect d'autrui. Tout simplement si l'on veut qu'ils aient quelque chance de s'intégrer plus tard dans un groupe social. Et en tout cas pour rendre aujourd'hui leur présence au sein du groupe actuel supportable. Vous vous doutez bien que si les chiots font ce qu'ils veulent et enquiquinent tout le monde, à partir du moment où ils acquièrent une certaine force, leur présence est insupportable. Il faut donc absolument leur donner un minimum d'éducation. L'apprentissage de ce respect commence par la crainte du plus fort que soi. Il n'y a donc ni soumission ni hiérarchie dans tout cela, mais seulement la réponse pratique à un problème pratique. Maintenant, voyons les histoires de nourriture. La prise de nourriture selon l'ordre hiérarchique peut certainement correspondre à ce que Konrad Lorenz a observé, c'est-à-dire des animaux détenus. C'est sûr que lorsque les loups sont en prison, eh bien, ils ont tendance à manger dans l'ordre, si je puis dire. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la nature. Dans la prison, les loups sont soumis à l'insupportable stress d'une trop grande promiscuité, ils sont trop proches les uns des autres et ils ont peur aussi de manquer de nourriture, de manquer de ressources. Cela n'a pas de comportement au sein de la vie sauvage. Les loups se comportent comme des carnivores qui chassent en groupe. Vous avez sans doute vu d'ailleurs dans les films animaliers qui passent à la télévision, des lions mais aussi des loups qui dévorent les uns à côté des autres la proie qu'ils viennent de tuer. Quand on chasse en groupe, on dévore en groupe, et il n'y a plus d'autre hiérarchie que celle de la passion de la faim. C'est l'animal qui a le plus faim, qui mange le premier,
et ça n'est pas nécessairement le chef de meute, tout le monde mange ensemble. L'animal qui mange le premier n'est pas le plus fort, mais celui qui se révèle le plus affamé, et comme tous les compères de chasse sont également affamés, eh bien tout le monde mange en même temps. On peut donc déjà retenir et conclure certaines choses en ce qui concerne notre vie avec notre chien. À commencer par la place réservée au chef pour son sommeil. Eh bien, vous vous rendez compte que on est là en plein imaginaire. Le loup mange, le chef de meute dans la nature dort où il peut, et vous pouvez faire manger vos chiens quand bon vous semble, avant, après ou en même temps que vous. Vous pouvez le laisser dormir dans votre lit, ça manque totalement d'hygiène et ça ne me viendrait pas à l'esprit, mais si ça vous plaît, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème, le chien n'en sera pas spécialement perturbé, et en réalité, il est certainement préférable de faire manger le chien avant soi, car certaines races, lorsqu'elles voient manger d'autres personnes, se mettent à baver, et il suffit à ce moment-là, c'est la meilleure façon de leur apprendre à baver. Si vous avez en particulier un boxer, nourrissez-le le premier, parce que sinon il va se mettre à baver. Donc, bien entendu, vous pouvez faire tout cela, puisque ce sont des histoires qui sont pas vraies. Les loups n'ont pas ce genre de comportement, et les chiens les ont encore moins. Avec une toute petite différence tout de même, c'est que tout cela est vrai si et seulement si c'est vous qui restez maître de la décision. Bien sûr, si le chien mange avant vous parce que c'est lui qui l'a décidé, ou s'il va dans votre lit parce que c'est lui qui le décide et qu'il ne vous laisse pas y aller vous, alors là tout est à revoir, et je dirais que c'est votre éducation à vous qui est à refaire, bien entendu. Vous pouvez autoriser ce que vous voulez, mais à condition que vous restiez maître du jeu et maître de la décision. Donc, je réprécise, tant que c'est vous qui gardez la main, eh bien, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Voyons maintenant si l'on observe des comportements de soumission chez les loups. Vous savez, le comportement souvent décrit par les auteurs, un jeune adulte, par exemple, essaye de lécher les babines d'un mâle plus âgé, et finit par se rouler sur le dos devant lui, lui offrant sa gorge et son ventre. Alors on vous dit, ah ben voyez, c'est un comportement de soumission, le jeune fait cela pour ne pas être rossé par l'adulte. Absurdité, et je vais vous expliquer pourquoi. Que se passe-t-il en réalité? Le jeune adulte vient de découvrir qu'il ne peut plus se comporter en louveteau auquel on pardonne tout. Quand il était un petit louveteau, il faisait ce qu'il voulait. Et puis voilà que maintenant, les adultes exigent qu'il se tienne un peu correctement, qu'il arrête de les embêter à tout bout de champ, etc. Il n'empêche, donc le jeune adulte a compris, mais il n'empêche de temps en temps, il a envie, il regrette cet âge d'or perdu où il faisait ce qu'il voulait. Et donc, l'autre chose, c'est que quand les adultes revenaient, ils leur léchaient, les chiots leur lèchent les babines. Pourquoi? Parce que cela les fait dégurgiter, rendre la nourriture qui a déjà été à moitié avalée, et c'est ce qui nourrit les chiots au début de leur vie. Eh bien, ce réflexe, le jeune animal l'a toujours, et il se comporte de cette façon. Il ne s'agit donc absolument pas d'un comportement de soumission. Et la preuve que ce n'est pas un comportement de soumission, c'est qu'un tel comportement est toujours volontaire. C'est le chiot ou le jeune animal qui se comporte lui comme ça. Il a envie de séduire un adulte, mais il n'est absolument pas soumis à cet adulte. L'adulte ne lui impose pas ce comportement et ne lui demande même pas. Et quelquefois même, ce comportement surprend l'adulte qui le considère avec beaucoup de mépris. Donc aucune soumission là-dedans. L'adulte ne demande jamais ce genre de comportement et le jeune ne le fait pas en signe de soumission, mais en signe de séduction. Un autre exemple très intéressant est celui de la chasse. Vous savez que les loups montrent des techniques de chasse élaborées avec un réel sens tactique du travail en équipe. Alors l'idée qui vient immédiatement, c'est que de telles actions nécessitent une organisation hiérarchique. Un chef qui imagine et coordonne, et des subordonnés qui obéissent.
Et ce serait en effet le cas pour une action similaire d'un groupe d'individus de notre espèce. Nous les humains, pour organiser ce que font les loups, il faudrait effectivement un chef et des gens qui obéissent. Mais il n'est pas du tout certain que les choses se passent ainsi dans le monde animal. Le plus vraisemblable est que l'on assiste à une forme d'intelligence collective. La notion d'intelligence collective en est à ses balbutiements. On pense que c'est en réalité comme cela que fonctionnent beaucoup d'animaux sociaux, dont les insectes. Eh bien, il y a certainement quelque chose de ce genre chez les loups. Ce n'est donc pas parce que il y aurait un chef, mais c'est bien parce qu'il y aurait un système d'intelligence collective que les animaux arrivent à travailler et à chasser ensemble. Il n'est pas du tout certain que les animaux, il est absolument certain en tout cas que les loups ne chassent pas ensemble par soumission. Si d'ailleurs dans certaines meutes qu'on a pu observer, un animal ne va pas chasser parce qu'il est fatigué ou blessé, personne ne l'oblige à chasser. Donc ce n'est pas du tout un comportement de soumission, c'est un comportement compliqué, difficile à comprendre, mais qui fait appel à une sorte d'intelligence collective. Des comportements de soumission chez le loup, on pourrait encore expliquer certaines choses avec la meute famille. Mais les grands rassemblements, il est absolument certain que les loups ne se rassemblent pas seulement, ils vivent en famille lorsqu'ils vivent en famille, si je puis dire, mais il y a des rassemblements de loups occasionnels qui regroupent plusieurs meutes. Il y a eu beaucoup de récits anciens et parfois des récits plus récents qui font état de ce rassemblement occasionnel de plusieurs meutes, et ça ne veut pas être le produit de l'imaginaire humain. S'il y a des rassemblements de meutes, des meutes qui normalement s'évitent, elles se rassemblent pourquoi? C'est parce que dans une situation de crise ou de disette, elles sont amenées à envisager des prédations qui sont au-delà du potentiel de nuisance d'une seule meute. C'est-à-dire qu'une meute se dit je n'arriverai pas à attaquer cette troupe d'élans ou de bœufs musqués tout seul, donc elle s'associe avec une autre meute afin d'arriver au même résultat. Eh bien, si de tels rassemblements existent, on se doute bien qu'il n'y a absolument pas d'organisation hiérarchique. Il n'y a pas deux meutes qui se rassemblent, les deux chefs de meute qui se battent pour dire « Ah bah aujourd'hui c'est moi qui vais commander l'action ». C'est absolument pas ce qu'on observe. L'action s'organise d'elle-même, si je puis dire. C'est bien la preuve d'une sorte d'intelligence collective susceptible d'une sorte de fédération des volontés individuelles, entraînées, pourquoi pas, ça c'est bien possible, par des personnalités plus affirmées, plus déterminées. On n'aurait pas alors des chefs hiérarchiques, au sens où on l'entend, mais peut-être des leaders, ou si vous préférez, des meneurs, des animaux capables d'entraîner les autres par leur enthousiasme. Que conclure? Eh bien, c'est tout simplement que ce que nous entendons par hiérarchie, par dominance, par soumission, n'est tout simplement pas transposable au monde animal. Et en tout cas, c'est l'évidence, pas à celui des canidés en général et des loups de manière plus précise. C'est que sans doute, pouvoir et compétition pour ce pouvoir sont des concepts strictement humains, et je dirais même plus d'humains civilisés. En effet, les observations qui ont pu être faites sur des peuplades primitives, vous l'avez vu déjà dans différents cours, nous l'ont démontré. Il n'y avait pas de pouvoir dans les peuplades primitives. Les individus gardaient leur entière autonomie. Donc le pouvoir, et naturellement la compétition pour le pouvoir qui s'ensuit, c'est une réaction humaine et strictement humaine. Ça n'existe certainement pas dans le monde animal. En tout cas, ça n'existe pas chez le chien. Le fait d'avoir vu des animaux soumis, dominés avec une organisation hiérarchique est de l'anthropomorphisme. Alors c'est très amusant parce que les personnes qui ont
commis cette erreur auraient été bien furieuses qu'on les accuse d'anthropomorphisme. Eh bien, pourtant, c'est exactement ce qu'elles ont fait. Elles ont projeté des sentiments humains sur les animaux, des sentiments qui n'existent pas chez les animaux. Il y a bien, et c'est très important, pourquoi? C'est très important parce que lorsque l'on croit que les animaux sont hiérarchisés, et lorsqu'on croit que le chien fonctionne comme ça, on est persuadé qu'on est tout le temps en conflit avec le chien, en conflit pour le pouvoir. Mais c'est un conflit absurde, parce que le chien ne comprend même pas de quoi vous voulez parler. Donc, c'est un sujet absurde. Il y a bien des vraies spécificités du loup dont il est intéressant de parler. Le loup est un animal doué d'un sens social, fort. Il fait montre de fortes capacités pour les actions collectives, y compris interspécifiques. Rappelez-vous l'exemple des corbeaux et des loups canadiens qui chassent ensemble. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est une spécificité du loup, c'est que les liens sociaux sont forts chez cette espèce. Les jeunes restent avec leurs parents jusqu'à l'âge de 2 ans et ils leur manifestent une forte affection. Et de nombreuses observations conduisent à conclure à une certaine solidité des couples reproducteurs. On dit même que les couples reproducteurs restent fidèles et que l'un des animaux meurt lorsque l'autre membre du couple meurt par accident. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas un peu exagéré, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que hiérarchie, soumission, invention, en revanche, le loup se caractérise par la force des liens sociaux, une forme de fidélité et une réelle capacité à l'action collective. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut donc en conclure? Que le loup sociable, fidèle, capable de relations affectives durables, doué pour les actions collectives intra- et interspécifiques, avec les animaux de son espèce ou avec les animaux d'autres espèces, le loup n'a-t-il pas, ne trouvez-vous pas, tout ce qu'il faut pour faire un chien? Eh bien, c'est ce que nous étudierons dans un prochain cours. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez été intéressé par cette première partie, éthologie du loup, éthologie du chien. À bientôt!